quelle forme d'énergie? Oui, ça peut être de l'énergie électrique, mais alors comment? L'énergie électrique religieux, mais d'abord de la chaleur. On fait un peu de bronzage au soleil. C'est la première chose qu'on peut faire. Évidemment, vous connaissez tous les chauffe-eau solaires que vous voyez sur le toit. Ça, c'est une conversion thermique. Donc, on prend le rayonnement du soleil, on le convertit en chaleur, et donc on utilise cette chaleur pour chauffer l'eau, par exemple, pour prendre de la douche. D'accord? Et il y a beaucoup d'applications. On peut faire du séchage, on peut faire du chauffage des maisons, on peut faire des applications comme ça. D'accord? Alors, et puis on peut faire de l'électricité. Alors, votre camarade a dit tout à l'heure, on peut faire de l'électricité. Et effectivement, on peut faire de l'électricité, mais de deux manières différentes. Alors, la première façon, c'est la manière photovoltaïque, avec des panneaux photovoltaïques. Tout à l'heure, j'ai vu en bas des panneaux photovoltaïques. D'accord? Les panneaux photovoltaïques, c'est quelque chose qui ressemble à une diode. C'est comme une diode, c'est une diode à l'envers. Lorsqu'on l'expose au rayonnement du soleil, elle produit tout de suite une différence de potentiel. Et si on branche un circuit, on obtient du courant. D'accord? Mais c'est de la haute technologie. C'est une technologie très très sophistiquée. Parce que fabriquer une diode, fabriquer une résistance, etc., c'est d'abord maîtriser les semi-conducteurs. D'accord? Et maîtriser les semi-conducteurs, c'est une technologie très 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 difficile. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Et puis on peut produire l'électricité par une deuxième manière, qu'on appelle la voie thermodynamique. D'accord? Pourquoi thermodynamique? Parce qu'on va utiliser de la chaleur. Donc on va prendre le rayonnement du soleil, on va le convertir en chaleur, produire de la vapeur, et avec cette vapeur, on va faire fonctionner des turbines, exactement comme fait la steak. Sauf que la steak, elle produit de la vapeur avec du fioul. Elle prend du gaz ou bien elle prend du fioul, elle brûle le fioul, elle produit de la chaleur, elle produit de la vapeur, et cette vapeur sert à faire tourner une turbine. D'accord? Alors, l'énergie solaire peut nous permettre de faire cette chose-là, donc produire la vapeur, mais simplement, on remplace le fioul ou le gaz avec des capteurs solaires. D'accord? Et aujourd'hui, vous avez fabriqué, j'ai vu sur l'exposition, des capteurs qui servent à faire cela, sauf qu'il faut faire des capteurs beaucoup plus grands. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler justement de cette voie thermodynamique pour produire l'énergie électrique grâce à l'énergie solaire. Donc, production d'énergie électrique par la voie CSP, parce que le mot vient de l'anglais, donc par la voie thermique ou par la voie thermodynamique, c'est-à-dire par la voie de la chaleur. Et le nom le plus commun chez les spécialistes, on va dire la technologie CSP pour dire Concentrated Solar Power. Power, c'est l'électricité, et grâce à l'énergie solaire concentrée. D'accord? Bien, alors, en fait, c'est quoi le soleil? Parlons un peu du soleil. C'est quoi le soleil? Vous avez tous fait un peu d'astronomie. Allez, les astronautes. C'est quoi le soleil? C'est une petite lampe, c'est une grande lampe. Non? Qui fonctionne comment? Donc, c'est une fusion. C'est une fusion thermonucléaire. Donc, c'est une fusion de deux hydrogènes qui fusionnent ensemble pour produire un hélium et qui vont dégager beaucoup d'énergie par la suite. D'accord? Et donc, c'est cette énergie qui va rayonner parce que c'est beaucoup d'énergie. Donc, la réaction, c'est des héliums qui vont produire, des hydrogènes qui vont produire des héliums, plus beaucoup d'énergie. On le voit là-bas, vous voyez l'énergie à la fin de l'équation. D'accord? Alors le soleil, nous on le voit comment? On le voit comme une grande sphère, comme un grand disque, d'accord? Alors ce grand disque, il y a une réaction nucléaire au fond, thermonucléaire au milieu, d'accord? Donc au milieu du soleil, vous voyez la zone radiative, la zone, le noyau, le cœur. Regardez la température à l'intérieur. C'est quelques 10 puissance 7 Kelvin. Vous imaginez? 1, ensuite 7 0, c'est-à-dire 10 millions de degrés. C'est énorme. Mais évidemment, le soleil a plusieurs couches. Et la couche qui nous intéresse, nous, c'est la couche extérieure. D'accord? Et la couche extérieure, elle a une température de 6000 Kelvin. D'accord?
Donc 6000 Kelvin, c'est après 6000 Celsius parce que les 273 deviennent négligeables. D'accord? Alors, un corps qui est chaud, imaginez le radiateur du chauffage central. Il n'y a pas de chauffage ici. Ou bien le fer à repasser, allez-y. Lorsque vous mettez le fer à repasser, vous mettez votre main à 20 cm du fer à repasser. Qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez qu'il est chaud ou pas? Oui. Pourquoi on sent qu'il est chaud? Oui, par quelle voie? Oui. Il n'y a pas de conduction dans ce cas-là. Donc il y a un peu de convection, c'est-à-dire l'air s'échauffe en contact avec le fer à repasser et vient nous chauffer la main. Mais c'est surtout le rayonnement. Ce n'est pas rayonnement ou pas radiation. Donc c'est une émission de rayonnement. D'accord? Évidemment, le soleil il fait la même chose parce qu'il a 6000 Kelvin, donc il est en train de rayonner. D'accord? Et ce rayonnement, il se propage partout. D'accord? Dans tout l'espace autour du soleil. Donc imaginez le soleil comme un ballon, et il y a du rayonnement qui se fait dans toutes les directions. D'accord? Alors, les lois de la physique nous permettent de déterminer la quantité de rayonnement, et cette quantité, elle est fonction de la température à la surface. Donc, cette quantité, elle est égale à une constante qui s'appelle sigma, fois la température à la puissance 4. Comme la température c'est 6000 K, donc c'est 6000 K à la puissance 4 fois cette constance sigma. Sigma c'est égal à 5,678, 67, 10 puissance moins 8. D'accord? Ça fait une quantité énorme de chaleur. Alors évidemment, ce rayonnement, il va dans toutes les directions. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le rayonnement qu'on a senti au niveau du fer à repasser, il va avoir une longueur d'onde différente selon la température de la plaque qui est en train de rayonner. Donc un fer à repasser, il est relativement froid, il a 70 degrés, d'accord? Donc 330 Kelvin, d'accord? À 330 Kelvin, on sent la chaleur, mais on ne voit rien. Mais lorsque c'est un corps qui a 6000 Kelvin qui est en train de rayonner, le rayonnement qu'il est en train d'émettre, c'est un rayonnement que nous voyons à l'œil nu. Bon, il rayonne sur un spectre très très large, mais la plus grande partie de son rayonnement se situe dans le domaine du rayonnement visible. Un peu d'infrarouge, un peu de chaleur, c'est pour ça que lorsqu'on est au soleil, on sent un peu de chaleur. Et un peu aussi sur les autres longueurs d'onde, mais l'essentiel du rayonnement, il vient dans la gamme du rayonnement visible. Et c'est pour ça que le soleil nous donne la lumière. Donc, la grande partie du rayonnement du soleil vient sous forme de lumière. D'accord? Parce que la température du soleil est à 6000 Kelvin. Si la température était différente, on aurait eu une autre longueur d'onde différente. Le soleil nous aurait donné peut-être de la chaleur ou bien des ondes radio, on aurait entendu de la musique peut-être, etc. D'accord? Mais à 6000 Kelvin, on voit justement de la lumière. Alors, cette lumière donc, est distribuée un peu partout dans l'espace, et ce que nous recevons au niveau de la Terre, évidemment, entre la Terre et le soleil, il n'y a rien. Il y a du vide, plus une petite couche qui s'appelle l'atmosphère, qui couvre la Terre, d'accord? Mais elle a une épaisseur très très faible par rapport aux distances entre la Terre et le Soleil. Donc entre la Terre et le Soleil, il y a une distance de 150 millions de kilomètres, à peu près. Elle varie entre 147 et 152, donc 150 millions de kilomètres. Les 150 millions de kilomètres, il y a quelques 15, 20 kilomètres ou 30 kilomètres qui constituent l'atmosphère, donc en fait un petit chiffre très très faible, et puis par la suite il y a du vide. Et donc le rayonnement se propage dans le vide et il arrive vers la Terre sous cette forme-là de rayonnement jusqu'à l'atmosphère. Alors si on calcule, donc vous voyez mon schéma ici, mon dessin n'est pas à l'échelle. Le Soleil est beaucoup plus grand que ça. La Terre est beaucoup plus petite que ça. Et la distance aussi n'est pas à l'échelle. Donc, le rayonnement que je vais recevoir ici, c'est la fraction, ça représente cette surface-là, divisée par cette surface-là. D'accord? Si on considère que le rayonnement part dans tous les sens, sur une sphère qui a pour centre le Soleil, d'accord? Ce que je reçois sur la Terre, c'est cette petite quantité-là. D'accord? Et cette quantité, elle est relativement petite par rapport à tout ce qui est émis par le Soleil, mais c'est quand même une quantité très très importante.
Alors, combien on va recevoir? Quelque part ici, nous allons recevoir quelque chose comme 1400 watts par mètre carré de surface. Un flux de chaleur, quelque chose qui ressemble à 1400 watts pour 1 mètre carré de surface. D'accord? Alors, est-ce que c'est beaucoup? C'est la puissance d'un sèche-cheveux, par exemple. Ce n'est pas beaucoup. Simplement, la surface de la Terre étant très grande, donc si on collecte tous ces 1400 watts sur toute la surface de la Terre, ça va faire une quantité très importante. D'accord? Voilà, donc 1400 watts, c'est pas beaucoup. Et arrivé au niveau de l'atmosphère, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver dans l'atmosphère de la poussière, on va trouver des nuages, on va trouver des gouttelettes d'eau et des choses comme ça. Bon, je vais passer ici. Combien je prends de temps? Il faut que j'aille plus vite alors. Alors, arrivé donc au niveau de la Terre, de l'atmosphère, donc j'ai ici la Terre, j'ai ici l'atmosphère, la couche externe de l'atmosphère, et à l'intérieur, je vais trouver des nuages, je vais trouver des particules de poussière, je vais trouver des choses comme ça. Alors, le rayonnement qui va venir du Soleil, il va être parallèle. Pourquoi parallèle? Parce que la Terre est très petite et le Soleil est très grand. Et donc, on a l'impression que c'est un rayonnement parallèle. En fait, il n'est pas tout à fait parallèle. Les deux rayons extrêmes, ils font ensemble un demi-degré. Un demi-degré, c'est très peu. Donc, on considère que c'est un rayonnement parallèle. Donc, ici, je vais avoir un faisceau de rayons parallèles. Et ces rayons parallèles, lorsqu'ils arrivent ici, il y a quelques-uns qui arrivent à passer jusqu'à la Terre sans subir de déformation. Il y en a d'autres qui trouvent une particule comme ça qui va les diffuser un peu partout, ou bien qui vont trouver un nuage qui va réfléchir une partie et diffuser une partie, etc. D'accord? Alors, qu'est-ce que je reçois ici au niveau du sol? Au mieux, je vais recevoir, lorsqu'il s'agit d'une belle journée, sans nuages, sans pollution, etc., peut-être 1000 watts par mètre carré. D'accord? Donc, l'atmosphère lui-même, il va atténuer. Et l'épaisseur de l'atmosphère elle-même, elle va absorber ici. Donc je vais avoir de l'absorption par l'atmosphère lui-même, parce que l'atmosphère c'est de la matière, donc elle absorbe. Peu, mais quand même. Donc en dehors de l'atmosphère, je vais avoir un spectre qui ressemble à ça. Et les molécules de l'atmosphère vont commencer à absorber quelques longueurs d'onde. D'accord? Mais ce n'est pas très grave parce qu'en fait, ce que je reçois au niveau du sol est comme rayonnement plus important, c'est ça. D'accord? Et donc, ça c'est le rayonnement. Alors, où est-ce qu'il est au niveau du sol, je crois que c'est le. Voilà, c'est le numéro 7. Donc, numéro 7, c'est-à-dire oui, bon, j'aime pas cette figure. J'ai une autre figure qui va nous représenter ce qui est comme direct et ce qui est comme diffus. Souvent, il vient perpendiculaire à l'atmosphère ou à la Terre. Souvent, il vient avec un certain angle. D'accord? Lorsqu'il vient avec un angle, donc il y a une longueur de l'atmosphère qui est assez importante. Évidemment, l'absorption est plus importante aussi. Donc, il est plus faible. C'est ce qui explique, par exemple, qu'au niveau de l'équateur, il y a plus de soleil, et l'intensité du soleil est plus importante qu'au niveau, par exemple, du pôle, etc. Bien, alors, en conclusion, donc on a dit, le rayonnement du soleil vient sous forme de rayonnement parallèle, d'accord? Arrivé à l'atmosphère, il y a une partie qui se diffuse, il y a une partie qui est réfléchie. Et pour quelqu'un qui est au sol, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir quelques rayons qui vont traverser, qui vont rester parallèles, qu'on appelle le rayonnement direct, parce qu'il vient directement du soleil. Il y en a d'autres qui viennent suite à ces réflexions, et qui viennent de toutes les directions, parce qu'il y a un arbre, il y a l'hôtel africain de l'autre côté, il y a des poussières, il y a des choses qui vont réfléchir, et ça va venir de toutes les directions. Et ce qu'on mesure au niveau du sol, c'est ce qu'on appelle le global, qui est égal au direct plus le diffus. Ça, c'est quelque chose de très important. Et le direct représente peut-être 50%, mais ça peut représenter 0%
même en été, parce qu'il y a beaucoup de nuages. Et le diffus peut aussi représenter un jour 70 ou 60% parce qu'il y a beaucoup de nuages. Donc ce n'est pas lié à la saison. Alors, un capteur qui sert à chauffer de l'eau, comme ceux que vous voyez sur les toits, capte aussi bien le rayonnement direct que le rayonnement diffus. Et donc, il utilise tout le potentiel de l'énergie du soleil qui est sur le sol. Par contre, les capteurs que nous allons voir aujourd'hui, ce sont des concentrateurs. Et les concentrateurs, vous savez, ils ne concentrent que le rayonnement qui vient parallèlement à leur axe. Et donc, ils ne peuvent concentrer que le direct. Et donc, ils vont travailler pratiquement avec la moitié du potentiel existant. Si j'ai 1000 watts au niveau du sol, j'ai peut-être 500 watts de direct et 500 watts de diffus. On n'exploite que 500. Si c'est une très belle journée, je vais avoir peut-être 700 watts de direct et 300 watts de diffus, donc j'utilise 700 watts. Et si c'est l'inverse aussi, peut-être souvent, au mois d'août, je n'exploite pas du tout de rayonnement parce que tout le rayonnement est diffus à cause des nuages. Ça arrive au mois d'août que le ciel soit totalement couvert. Et en hiver aussi, ça peut arriver. Alors, donc, on a dit, en dehors de l'atmosphère, c'est 1400 watts par mètre carré. À l'intérieur, ou au niveau du sol, c'est au maximum 1000 watts par mètre carré. Ce n'est pas beaucoup. Donc, si je veux obtenir de la vapeur, maintenant on a besoin de vapeur, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut prendre le rayonnement qui arrive sur une grande surface et le concentrer ou le collecter sur une petite surface. Comme ça, sur la petite surface, on va avoir une grande quantité ou un grand flux de chaleur. D'accord? Alors, la concentration, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. L'homme sait faire ça. Dans l'histoire ancienne, on nous a dit qu'Archimède, une fois, il y avait une guerre, et donc l'ennemi est venu avec des bateaux, et Archimède a eu l'intelligence d'utiliser des miroirs pour réfléchir le rayonnement du soleil et brûler les bateaux des ennemis qui sont venus. D'accord? Mais dans l'histoire, on a connu... Bon, ça, c'est les peintures qu'on trouve dans les églises et qui parlent justement de cette histoire. On trouve aussi dans les vieux documents ce dessin-là. Ça, c'est un concentrateur que Lavoisier a fabriqué à un certain moment. Et Lavoisier l'a fabriqué pour faire fondre du métal. Alors, comment il a fabriqué? Il a fait 2 ministres en verre et il a rempli l'espace entre les deux avec de l'alcool. Il a fabriqué donc 2 grandes lentilles. Et vous savez, lorsque vous prenez une lentille que vous exposez un bout de papier devant la lentille, vous allez le brûler. Lui, il voulait faire fondre du métal avec ça. Évidemment, son expérience n'est pas une expérience très géniale, parce que si on veut avoir beaucoup de rayonnement solaire, il nous faut une grande surface. Vous voyez, lorsque c'est une lentille de très très grande surface, son épaisseur va devenir très très grand, son poids va devenir très grand, et c'est très difficile aussi à fabriquer. Alors, l'idée, c'est d'aller vers des concentrateurs qui sont plutôt sous forme de miroir. Un concentrateur comme celui que vous avez fabriqué aujourd'hui, on en connaît. Ça, c'est un concentrateur qui a été fabriqué lors de l'exposition universelle de Paris par un monsieur qui s'appelle Mouchot. Et Mouchot avait fait ce concentrateur pour produire de la vapeur. Et avec cette vapeur, il a fait fonctionner une imprimerie. Et avec cette imprimerie, une offsetteuse à l'époque, il avait publié le journal quotidien de l'exposition universelle de Paris avec cette machine qui fonctionne justement avec un moteur solaire. Donc, pour vous dire que ce n'est pas nouveau, l'énergie solaire n'est pas quelque chose de nouveau. C'est encore une fois la machine de Mouchot, qui est l'imprimerie de Mouchot, qui date de 1890. Bon, je passe. Alors, un grand projet maintenant, comme ceux que nous connaissons aujourd'hui, c'est un projet qui date du siècle avant-dernier, 1800 et quelques. Il a été installé en Égypte, à El-Ma'ati en Égypte, dans le désert égyptien, par les Anglais. À l'époque, ils ont mis des concentrateurs, cette fois-ci cylindro-paraboliques, et ils ont utilisé ces concentrateurs pour chauffer de l'eau et produire de l'eau distillée, et mettre en marche une pompe pour faire le pompage de l'eau. D'accord? Donc c'est une pompe qui fonctionne avec la vapeur, et la vapeur est produite avec ce concentrateur.
On peut avoir maintenant, vous pouvez acheter sur le marché des briquets. Ça encourage les fumeurs à arrêter de fumer. Comme ça, ils sont obligés de sortir à chaque fois qu'ils veulent allumer une cigarette. Mais on peut faire aussi des choses comme celles que vous avez fabriquées aujourd'hui. Donc faire un jour un barbecue solaire avec des concentrateurs comme ça. Ou faire cuire un œuf aussi. Ce sera plus délicieux qu'un œuf classique. Etc. Alors, produire maintenant l'électricité avec ces choses-là. Donc c'est le même principe. Exactement comme le concentrateur qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire cuire un œuf. Comme celui qu'on a utilisé, vous avez vu, il y a une poêle pour faire cuire un repas. On peut mettre au niveau du foyer de ce miroir un dispositif dans lequel on peut produire de la chaleur. Et avec cette chaleur, on va produire de la vapeur. Et avec cette vapeur, on peut faire fonctionner une machine qui produit de l'électricité. D'accord? Alors les expériences, on connaît des expériences qui datent des années 80, lorsque l'énergie solaire était quelque chose à la mode. Ça, c'est des expériences qui ont été, je vais faire passer très vite, les expériences qui ont été faites par exemple en France par le CNRS. Regardez la forme du concentrateur. Regardez celui-là. C'est toujours une parabole. Ou bien, donc, on peut avoir soit une parabole qui concentre son rayonnement en un point, soit une parabole, un cylindre dont la section est parabolique, un demi-cylindre dont la section est parabolique, et donc on concentre le rayonnement sur une ligne. Donc ici, vous voyez, le rayonnement va être concentré sur le foyer, c'est-à-dire ici. Et donc si un liquide passe par là, à la fin, il va devenir vapeur parce que la température est très élevée là. Et donc cette vapeur, on peut l'utiliser pour faire fonctionner une turbine ou quelque chose comme ça. Et vous avez donc cette figure-là aussi qui est une figure très connue, c'est le four solaire de Deyou qui a été mis en place dans les années 80 dans le sud de la France. C'est un four qui sert à l'époque, on voulait faire avec ce four un dispositif qui nous permet de faire fondre la silice pour produire justement les cellules photovoltaïques. Est-ce que vous connaissez un peu la température qu'on peut atteindre avec ce four? Qui a entendu parler de ce four avant? Quelle est la température que vous estimez? C'est plus que 3000 degrés, c'est 3200 degrés. Donc on a obtenu 3200 degrés avec ce four. C'est un four qui existe jusque-là. C'est le seul dispositif des années 80 qui continue à fonctionner en France. On regarde, et c'est actuellement un centre de recherche pour justement les sciences des matériaux. Alors le principe de ce four, évidemment, on ne peut pas. Vous voyez, on a dit que les miroirs ne peuvent concentrer que le rayonnement qui vient parallèlement à l'axe. D'accord? Alors, étant donné que ce four est très très grand, on ne peut pas s'amuser à le bouger pour suivre le mouvement du soleil. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est un système à double concentration. Donc il y a le concentrateur, le foyer à une distance focale de 18 mètres, d'accord? C'est ça le foyer. Et le rayonnement, donc ce four ne regarde pas le soleil, il donne au soleil, il lui donne le dos, et en fait, le rayonnement du soleil vient ici, il y a des miroirs qui, elles, réfléchissent le rayonnement du soleil sur le grand miroir concentrateur, d'accord? Et donc ces miroirs-là peuvent bouger, d'accord? Ce ne sont pas des tout petits miroirs, ce sont des miroirs de quelques 10 x 10 mètres carrés. Là, c'est le champ de miroir qui est en face. Vous voyez? C'est des miroirs qui font 10 mètres pardon, c'est 3 mètres, c'est 10 mètres carrés là. 3, quelque chose de côté. Et donc, il y a un système de suivi qui contrôle tout ça. Et là, c'est ce qu'on voit au niveau du foyer. Donc, vous voyez, c'est de la lumière blanche. C'est comme si c'était réellement le soleil lui-même, encore une fois, parce que c'est 3000 degrés, c'est beau. Je suis en train... Voilà, pour voir un peu la taille, regardez au fond, il y a des voitures qui sont garées juste à côté. Ça vous permet de voir la taille de ce four. Alors maintenant, venons aux choses qui nous intéressent. Alors ce four n'est pas venu, c'était pas le fruit d'un hasard, ou c'était pas une recherche comme ça. La recherche pour monter ce four en 1980 a commencé en 1930.
c'est Félix Tronc qui a conçu le four de Delio, qui a commencé à travailler sur ce four-là depuis 1930. Il a commencé en vacances, comme vous faites des choses scientifiques pendant les vacances, pendant les camps. Et Félix Tronc, c'était pratiquement en vacances. Donc il est parti passer des vacances dans le sud de la France. Et il a connu un général de l'armée, un militaire. Et c'était la fin de la guerre mondiale. Le militaire l'a amené un jour dans la caserne. Ils ont trouvé un grand réflecteur que les militaires allemands, que les militaires français utilisaient pour réfléchir la lumière la nuit, pour détecter les avions des Allemands. C'était quelque chose, un miroir qui avait à peu près 10 ou 12 mètres de diamètre. Et lui, il a commencé à fabriquer le premier four avec. Et donc ce four existe encore. C'est celui-là. Et actuellement, ce four est en fait la caserne en entier est utilisée comme un club d'enfants. Donc les enfants viennent là-bas, ils s'amusent à faire des expériences d'énergie solaire, et puis ils fabriquent aussi des pièces en poterie et les font cuire au niveau du foyer de ce four. D'accord. Donc pour vous dire qu'on peut toujours commencer la science en jouant. Voilà, donc ça c'est le mur de la caserne et ça c'est le four. C'est le même principe que le four de Delio. Il y a eu aussi une autre expérience qui a été faite en France, c'est la centrale Thémis. Alors la centrale Thémis, c'est aussi une centrale où le rayonnement du soleil est concentré au sommet, cette fois-ci, de la centrale, ici. Et qu'est-ce qui peut concentrer le rayonnement ici? Donc c'est encore une fois des miroirs comme les miroirs du four de Delio. D'accord? Les Français ont abandonné cette centrale depuis la fin des années 80 et depuis, parce que les miroirs et le système de suivi du soleil des miroirs coûtent très cher, ils ont mis là-dessus des radiotélescopes et ils ont mis là-dessus aussi des systèmes photovoltaïques. Et actuellement, c'est quasiment en ruine. Ils veulent le remettre en marche, ce site. Mais cette technologie qui a été mise au point par les Français, vous regardez, ça c'est le champ de miroir qui concentre le rayonnement sur le sommet de cette tour. Alors cette technologie a été utilisée par les Espagnols par la suite, par les Américains et par beaucoup d'autres pays, les Israéliens, etc. Et maintenant c'est une technologie qui est très avancée. C'est peut-être la technologie qui produit l'énergie électrique par voie thermodynamique la moins chère aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les centrales à tour. Là, on a produit aujourd'hui l'électricité la moins chère. Et la technologie la plus utilisée maintenant pour produire l'électricité, c'est les miroirs cylindro-paraboliques, c'est-à-dire c'est un demi-cylindre dont la section est parabolique. Et donc ça concentre sur le foyer, c'est une concentration linéaire. Comme ce qui a été utilisé tout à l'heure à El-Ma'ad pour faire le montage. C'est une technologie qui est très avancée aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de centrales électriques qui ont été produites, qui sont installées, qui produisent de l'électricité. Et donc on connaît cette technologie, on sait la réparer, on sait l'améliorer, etc. Donc, alors les projets qui ont été faits avec cette technologie de cylindre parabolique, par exemple, la première, c'est une centrale